Now we're set to go. Nous pouvons maintenant commencer. Bonjour et bienvenue. Au nom du comité directeur de CanCovid, j'aimerais vous remercier d'être parmi nous cet après-midi. Je vais partager des diapos. Je vous montre des diapos parce que j'aimerais que les membres de CanCovid regardent ce qui suit. Il y a des questions qui sont envoyées. Nous aimerions avoir votre rétroaction, vos commentaires. Si vous allez sur le Slack, vous verrez la liste de ces questions. C'est le sous-ministre adjoint de Santé Canada qui a fait la demande qu'on pose ces questions. Alors, veuillez répondre aux questions. Il y a aussi une question de défi pour les ministres de la Santé provinciaux. Nous aimerions savoir quelle est votre expérience et, encore plus important, nous avons commencé à recueillir des commentaires pour le groupe de travail sur la santé. Vous avez jusqu'à demain matin, donc ça ne vous donne pas beaucoup de temps, mais pour les deux autres façons de faire des commentaires, nous avons prolongé ou reporté la date limite d'une semaine. Maintenant, j'aimerais parler un peu de ce que vous devez faire sur Zoom. Si vous ne parlez pas, restez en sourdine. Il va y avoir une période de questions après la présentation de Rémi. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez taper votre question dans la boîte de clavardage et je la lirai. Alors maintenant, vous savez comment Zoom fonctionne. Sans plus attendre, je donne la parole à Rémi Salé. Bonjour, je dois maintenant partager mon écran. Encore une fois, oui. Ça va? Oui. Très bien. Bon après-midi tout le monde. Merci de m'écouter aujourd'hui. Je m'appelle Remy Sally. Je suis un oncologue médical. Je fais des essais cliniques. Je suis basée à Montréal au Centre de la santé de l'Université McGill. Aujourd'hui, nous allons parler des essais cliniques de la COVID qui ont lieu au Canada et nous allons parler d'enjeux dont mes collègues m'ont parlé et dont je suis conscient aussi. Si vous vous demandez comment nous pouvons donc, voici ce que j'ai à vous divulguer avant de commencer. Je ne vais pas parler d'un MedTrials, mais je vais parler de covidtrials.ca qui a des liens avec l'initiative CanCovid. Alors, où en sommes-nous dans les essais cliniques? Quels sont les défis que nous avons connus? L'effet de l'aplatissement de la courbe d'une perspective médicale, les répercussions des médias, ce qui est bien et ce qui est moins bien, covidtrials.ca. Ensuite, je répondrai à vos questions. Alors, est-ce que c'est facile de mener des essais? J'aime bien donner l'exemple des métros. Alors, très brièvement, dans un monde idéal, ce qu'on voudrait, c'est que on voudrait que les essais cliniques soient faits de façon simple. Et voici, quand je vivais à Toronto, le métro avait seulement 2 lignes de métro, mais dans la vraie vie, le fait de faire des essais cliniques, ça peut être très complexe si on tient compte de la collaboration, il faut trouver du financement. Est-ce que nous avons réalisé nos objectifs ou non? Est-ce que nos essais cliniques sont de bonne qualité? Ça peut devenir très compliqué. Et voici le système de métro le plus compliqué que j'ai vu, celui de Tokyo. Parce que ce serait bien d'être entre les deux. Et je vis maintenant à Montréal et je dirais que le système de métro de Montréal est un bon entre-deux. Avant la pandémie, la planification des essais cliniques était très compliquée. Ça pouvait prendre de 2 à 3 mois. Et là, je suis généreux. Donc, ça comprend le temps de trouver l'idée, du financement, des collaborateurs, le personnel dont on a besoin pour les essais cliniques. Il faut faire une demande auprès de Santé Canada. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, tout selon si le ministère est très occupé, aussi selon où vous êtes, si on fait une demande auprès d'un organisme sur l'éthique, ça peut prendre 1 mois. C'est très difficile de trouver des collaborateurs. Aussi, on travaille en vase clos. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a nos propres essais cliniques et c'est difficile de partager les résultats et de collaborer avec d'autres chercheurs. Mais la pandémie a vraiment changé les choses. Maintenant, on a des temps de réponse plus rapides avec les organismes d'éthique. Pourquoi? Parce que personne ne fait des demandes auprès des organismes d'éthique, sauf les essais de la COVID. Maintenant, le ministère approuve les essais plus rapidement. Par exemple,
une des initiatives a été accessible parce qu'on a pu établir des liens entre les chercheurs de partout au pays. C'était beaucoup plus facile. Aussi, nous avons une meilleure collaboration nationale. Donc, ce n'est pas facile d'ouvrir un établissement pour les essais pendant la pandémie, mais les chercheurs se font encourager d'avoir des essais cliniques dans différentes provinces en même temps. Alors, ainsi, on travaille moins en vase clos. Et ce que je vous... Donc, auparavant, ce qui prenait 6 mois prend environ 6 semaines. Après la pandémie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est mieux de passer plus de temps sur un meilleur organisme d'éthique ou REB? Je pense qu'on voit bien qu'une meilleure collaboration, c'est possible et que l'éthique est possible. Santé Canada nous a aidé à faire une demande de droit nouvelle de recherche. Maintenant, le temps d'approbation est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut maintenir la collaboration pan-canadienne? Est-ce que le mot-clic CanCovid devrait devenir le mot-clic CanTrials ou CanEssais? Où en sommes-nous avec les essais sur la COVID? Présentement, il y a des essais cliniques partout au pays. Santé Canada a fait une liste de 25 essais cliniques actifs. Ça, ce sont seulement des essais cliniques approuvés par le gouvernement. Et sur clinicaltrials.gov, il y a une liste plus longue. Et il y a même des essais qui ne sont sur aucune des plateformes. Moi, je n'aime aucune de ces deux listes. Pourquoi? Parce que Santé Canada dresse la liste seulement de certains essais. Donc, ce n'est pas facile de trouver les critères d'admissibilité et Clinical Trials n'est pas mis à jour chaque jour. Par exemple, si on regarde le CATCO, ça dit que c'est seulement dans 3 provinces, mais nous savons qu'il y a plus de provinces qui participent aux essais de CATCO. Une des raisons pour lesquelles nous avons lancé covidtrials.ca, c'est que nous voulions encourager les gens et la population canadienne à essayer d'identifier les essais cliniques qui ont lieu dans leur région. Alors, avec l'aide de Dale McKay, de Lorraine et de l'Alberta, on a pu créer une carte interactive où on peut même voir la liste à la gauche ou la carte à la droite et on peut trouver les essais cliniques beaucoup plus facilement. D'un point de vue de chercheur, on peut trouver les essais selon l'endroit, selon la phase ou selon d'autres critères. Et il y a plus de renseignements sur cette plateforme. Quelles sont les craintes? Présentement, on veut s'assurer de ne pas dédoubler le travail. Si on regarde Santé Canada, il y a encore des essais cliniques qui se font avec l'hydroxychloroquine. Et ces nouveaux essais semblent être en compétition avec d'autres essais qui ont déjà eu lieu au Canada. Il y a aussi des problèmes quant à la rapidité dans les provinces. Certains de mes pairs me disaient que dans un hôpital, dans une province, on peut soumettre l'essai clinique et on peut le commencer en moins de 2 semaines, alors que dans d'autres provinces, ça peut prendre de 3 à 4 semaines. Et ça crée de l'anxiété chez les collaborateurs parce qu'ils ne veulent pas attendre 2 semaines de plus parce que ça peut nuire au recrutement. Alors, certains chercheurs recommencent à travailler en vase clos. Nous pensons qu'après la COVID, il va falloir que la technologie soit mieux adaptée. En 1999, la technologie a été approuvée aux États-Unis, a été lancée en 2000, mais il n'y a eu aucune mise à jour. Depuis l'an 2000, de nouvelles ressources plus abordables ont été créées. Nous devons nous assurer d'avoir un centre canadien où tous les essais cliniques s'y retrouvent. Parce que en 2000, voici une grosse télé qui prenait beaucoup de place, qui coûtait 12 000 et maintenant, la technologie prend moins de place et coûte beaucoup moins cher. Alors, je pense que les chercheurs et les médecins ont une belle occasion de travailler avec le gouvernement canadien pour avoir des essais plus canadiens. Maintenant, l'effet de l'aplatissement de la courbe. Pour la population, c'est bien d'aplatir la courbe, mais pour les essais cliniques, si on aplatit la courbe, on peut se rendre compte qu'il ne reste pas assez de temps pour commencer de nouveaux essais. Donc, voici les chiffres pour le Québec.
Et en rouge, on voit les admissions aux soins intensifs. Et du 5 avril jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'admissions aux, aux soins intensifs a été le même. Et dans les 24 dernières heures, il n'y a pas eu de nouvelles admissions aux soins intensifs. Et en orange, on voit les admissions aux hôpitaux. Donc, on voit les chiffres. Donc, il y a moins de soins intensifs, moins d'admissions, ce qui veut dire qu'il y a moins de personnes que nous pouvons recruter pour les essais. Alors, est-ce que nous avons passé le pire? Peut-être qu'on va se rendre compte que ce ne serait pas une bonne idée d'avoir des essais cliniques en clinique externe, parce que nous devons être réalistes par rapport aux échéanciers. Il y a déjà des problèmes de recrutement que l'on remarque. C'est de plus en plus difficile de recruter des patients, surtout pour les essais cliniques en clinique externe. Alors, si nous devons commencer plus d'essais cliniques, surtout à l'échelle nationale, est-ce qu'on devrait plutôt se concentrer sur la clinique externe puisque le taux d'admission a diminué? Qu'en est-il des effets des médias? Donc, c'est un couteau à double tranchant. Lorsque les médias sont contents, nous aiment, ils peuvent parler de nous de façon positive, mais l'inverse est aussi vrai. Et c'est vrai pour les essais cliniques. Voici un article que j'ai lu où une femme a donné son consentement pour participer à 2 essais cliniques de vaccins. Alors, mais c'était tout à fait illogique. Alors, les médias peuvent semer de la confusion chez les participants et chez la population. Le président des États-Unis aussi a donné son appui à un médicament et mais nous ne savons toujours pas si l'hydroxychloroquine, qui a été appuyée par le président Trump, mais les médias ont eu un effet sur le recrutement. Donc, on voit que le taux de recrutement a commencé à diminuer et on peut se demander si c'est à cause des médias. Et voilà, une des choses que je veux faire, c'est de publier un article dans le New England Journal of Medicine. On nous dit tous que c'est la façon de publier un article, que c'est l'endroit où publier un article, mais récemment, on a commencé à publier des articles comme ça. Donc, on ne tient plus compte de l'étiquette de recherche. Et comme on le voit, dès qu'on publie, donc dès que l'étude de Gilead a été publiée, la bourse a vu des répercussions. Donc, comment est-ce que les nouveaux essais cliniques vont se faire depuis ce qu'on a appris sur Gilead et le médicament Remdesivir? Donc, est-ce que nous devrions changer les essais par rapport au Remdesivir? Donc, selon moi, c'est très bizarre de voir la publication de la Maison-Blanche sur Gilead, mais alors qu'on savait très bien qu'il n'y avait pas de données probantes. Et comment est-ce que la décision de la FDA va avoir des répercussions sur les essais cliniques à l'avenir? Et finalement, Et pour les francophones, covidtrials.ca, c'est essaycovid.ca. C'est une nouvelle preuve de démonstration de faisabilité. Ça a été appuyé par CanCovid. Alors, c'est la première initiative canadienne qui encourage la participation aux essais. Et on demande au public canadien de participer et s'inscrire pour qu'on puisse les parrainer à des essais. Alors, c'est une démonstration de faisabilité. Lorsqu'on a vérifié à l'extérieur du Canada, il n'y avait aucune initiative comme celle-ci pour la COVID. Aux États-Unis, quelqu'un a fait quelque chose de semblable aux États-Unis quelques jours après l'arrivée de l'essai-covid.ca. Donc, je suis le fondateur, donc évidemment, je suis enthousiaste, mais c'est une bonne façon de souligner l'importance d'essais cliniques au public et de sensibiliser le public canadien pour le faire comprendre qu'il y a des essais qu'on lance et pourquoi c'est important. Il y a déjà des problèmes de recrutement ressentis par les grands essais qui ont besoin de 3000 patients ou plus et c'est très difficile de recruter des patients. On appelle ça la chasse aux patients. Alors, voici notre site web. Le message est très clair. On demande aux Canadiens de nous aider à compléter le cercle. Il faut s'inscrire. On leur demande de participer à un essai et on les encourage de s'inscrire
nous donner quelques renseignements médicaux qui nous permettent de leur matcher à un essai. Donc, sans même les publicités, on a à peu près 1000 visites par jour, plus de 500 participants qui sont déjà inscrits. Et on a des participants qui ont déjà été parrainés à des essais. On a de plus en plus d'informations sur les bons médias, donc Globe and Mail et autres. On a plus de 10 partenaires, on est en plein essor et j'encourage chacun d'entre vous, si ça ne vous dérange pas, de faire un petit peu de publicité, parler de nous et profiter de cette occasion unique pour faire des essais sur la COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Rémi, c'était super. J'invite tout participant à poser une question si vous en avez. Soit vous pouvez lever la main pour vous exprimer, ou soit vous pouvez le mettre dans la rubrique chat et je peux lire votre question. Bonjour de la Saskatchewan. Je suis tout à fait d'accord avec le conférencier. Les politiciens qui veulent faire comme si c'est des scientifiques, ça fait énormément de dégâts. Malheureusement, même des enquêteurs et médecins calés se lancent dans cette tendance. Ça commence avec Fauci, qui leur a donné des données qu'il n'aurait jamais dû leur donner, parce que ça n'a pas été revu. Ceci dit, c'est un gros problème, parce que nos médecins sur le terrain, quand ils font face à des patients qui meurent, qui sont en train de mourir, font tout ce qu'ils peuvent pour les aider, y compris l'hydrochloroquine. Même si cette drogue, ce médicament, peut leur faire du tort aux patients. Donc, la seule solution, c'est de faire front uni entre les médecins canadiens, que chacun présente la même perspective. Il y a beaucoup de bons essais qui sont en place. Il faut attendre qu'on ait des preuves avant de les présenter. Présenter les preuves de façon prématurée fait plus de tort que de bien. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que j'en ai parlé au groupe. J'ai parlé justement de l'effet négatif des médias. Et je pense qu'il y a eu une baisse d'intérêt dans ces études à cause des médias. Justement, quand il y a quelqu'un de malade, toute sa famille dit, eh ben, pourquoi vous ne le mettez pas sur tel médicament ou autre que j'ai entendu, qu'on a mentionné dans les médias. Alors, il faut qu'on explique pourquoi on fait un vrai essai clinique plus que de recenser seulement le remdesivir. Karine pose la question, quel conseil avez-vous pour normaliser les résultats pour que les essais puissent se comparer? Est-ce que les enquêteurs principaux de chaque étude vont parler avec les autres et comment régler ce problème? Très bonne question. Le plus important, c'est de ne pas faire l'erreur de Gilead et ne pas changer le résultat principal en plein milieu d'un essai. Dans le cas de COVID, il y a beaucoup d'enquêteurs qui essayent de travailler avec les autres pour s'assurer que leur résultat principal est la même. Regardez les 25 essais. Tous ceux qui ont des patients USI, l'idée principale, c'est d'empêcher la mort et de libérer la personne rapidement de l'hôpital. Pour toutes les études avec des gens qui ne sont pas à l'hôpital, il y a des nuances, mais l'objectif principal, c'est d'empêcher le patient de se présenter à l'hôpital. Alors que ce soit pour des patients hospitalisés, non hospitalisés ou USC, l'objectif principal est plus ou moins pareil. À mon avis, le défi au cours des mois à venir, c'est, vu que vous êtes en train d'aplanir la courbe, vous ouvrez des... Je pense que ça va être très difficile d'avoir des essais cliniques avec 10 milliers de patients. Merci beaucoup. Autre question de la boîte chat. Comment faites-vous la promotion de ce portail et d'où viennent la majorité des patients? Je ne peux pas vraiment vous donner cette réponse parce que la résidence des patients est confidentielle, mais sachez qu'ils viennent vraiment de partout au Canada. Au tout début, on essaie de faire cet exercice sans publicité. On a reçu un petit peu de financement. Alors, soit c'était des gens sur Instagram ou Facebook ou autre, et c'est comme ça
qu'on va faire de la publicité pour en parler, puis on va essayer de cibler les groupes de défense des patients. Eh bien, justement, sur CanCovid, on a un canal sur la défense des patients. Est-ce que cette plateforme nous permettra d'harmoniser les études et de permettre aux participants de faire le suivi des différents essais auxquels ils participent? Eh bien, si vous parlez de la plateforme de essaycovid.ca, la réponse c'est oui. Les chercheurs et les participants peuvent aussi collaborer et on leur parlera aussi de CanCovid. L'objectif, c'est de harmoniser les groupes. On veut que les chercheurs se branchent sur essaycovid.ca pour voir ce qui est déjà en cours pour éviter la duplication. Du point de vue de XCN, on a un patient qui peut matcher à différents essais si chaque essai le permet à un patient de participer à plusieurs essais. Très bien. Alors, quel est le mécanisme pour recruter des participants actuels dans d'autres essais? Qu'est-ce que vous faites pour le consentement? À essaycovid.ca, il y a un formulaire de consentement général. Toute cette info est stockée dans un nuage. Tout est stocké de façon confidentielle et on a une autre compagnie, Think Research, qui nous a donné cet endroit où on peut stocker les documents. Dès qu'il y a consentement, il y a consentement pour deux choses. Premièrement, partager leur information avec nous. Et deuxièmement, dès que le système est matché, dès que la personne est matchée à un essai, on partage cette information avec les coordonnateurs de l'essai. Très bien. Est-ce que le recrutement cible seulement les personnes infectées ou est-ce que vous recrutez aussi pour les personnes contrôle? Ça, c'est une question de Michael, n'est-ce pas? Ben, je vous encourage à contribuer à lire essaycovid.ca. Justement, parce que des études pour des gens qui ont été exposés, des études pour des gens qui ont eu la COVID, qui se sont remis de cela, et d'autres qui n'ont pas été testés. Donc, la plateforme va inclure tout le monde. Donc, inscrivez-vous, c'est ça. Chris demande, avez-vous des conseils sur le problème de meneurs de ces cliniques qui sont dépassés? Hier, j'ai vu un bon essai auquel on devrait participer et j'ai parlé des collègues et ils m'ont tous dit qu'ils sont complètement débordés, ils n'ont plus assez de temps pour des essais. Eh bien, justement, moi aussi, je rejette des demandes de participer à des essais cliniques. On est déjà obligé de participer à CATCO et on va devoir participer à Concorde 2. Donc, tout le monde va être super occupé. On ne pourra pas lancer de nouveaux essais. Mais je pense que si vous avez une idée et vous voulez lancer un essai le mois prochain, ce serait une mauvaise idée. On a très peu de chercheurs responsables de ces cliniques. Ils font trop. On ne peut pas créer plus d'experts. Mais je pense que si on peut se connecter à des hôpitaux satellites qui peuvent nous aider avec le personnel et avec le recrutement, et comme ça, on peut lancer des essais cliniques plus rapidement. Merci beaucoup. Kara dit, comment peut-on s'assurer que les groupes sous-représentés sont inscrits? Donc, les groupes racialisés, les gens à faible revenu, etc. Ben, je crois que les hôpitaux satellites doivent être contactés. Ils n'ont pas la base qu'il faut, mais on se parle entre nous sur la façon d'attirer plus de chercheurs. Et je pense que si on peut le faire avec la technologie de CanCovid ou essaycovid.ca, ça va nous aider à inclure les hôpitaux qui n'ont jamais mené des essais cliniques, mais trouver un bon système de renvoi. Tous les essais sur des patients chez eux, eh bien, comment fait-on pour trouver ces gens chez eux? Et je pense que les hôpitaux satellites peuvent mener ces études aussi. Merci beaucoup.
Question pour... Pardon, Fatima. Inscription via le site web. Question d'information nominale et médicale. Est-ce que Think Research a accès à ces données et comment assurez-vous la confidentialité? Non, ils n'ont pas accès à ces données. On a un comité de leadership médical composé de plus de 10 médecins de partout au Canada avec de très bonnes connaissances sur les essais cliniques et ils ne peuvent pas accéder à cette info. Les seules personnes qui ont accès à cette info, c'est les leaders médicaux et on peut vérifier qui a accès aux données. Et d'ailleurs, le consentement dit le suivant, c'est qu'une fois que les essais COVID ont pris fin au trop vieux, cette info va être détruite. Donc, on ne va pas s'en servir pour commercialiser quoi que ce soit ou pour publier quoi que ce soit. Très bien. Question sur la distribution des personnes inscrites. Comment est-ce que ça pourrait violer... Ah, comment est-ce que ça pourrait violer la confidentialité si on sait d'où viennent les patients? Je pense qu'il faut il faut inscrire toutes sortes de Canadiens de partout au Canada. Alors, je suis d'accord avec toi. Plus de 60% des patients ne sont pas de l'Ontario et du Québec. J'espère que ça répond à ta question. Pour vous calmer un peu, c'est pas comme si tous les patients sont du Québec. Moi, je suis de Montréal et j'ai des connexions au Québec et en Ontario, donc c'est plus facile pour moi de connecter avec ces deux provinces. Et la raison pour laquelle on inclut des chefs de file de différentes provinces, et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir des défenseurs des patients qui pourraient participer à ce groupe de défense médicale pour pouvoir justement faire un petit peu plus de publicité dans différentes provinces. Ben voilà, donc faites de la publicité. Michael Meda pose la question. Est-ce qu'on peut... Ah oui, ben voilà, les services de sang du Canada et Héma Québec sont déjà nos deux partenaires et ont déjà convaincu à 20% de venir participer à nos essais. Lisa Schwartz, est-ce que la plateforme peut encourager les personnes à participer à des essais multiples lorsque c'est possible? Ben, en fait, au départ, on voulait simplement créer la plateforme et s'assurer qu'on peut obtenir l'info des patients de façon sécuritaire. Je dirais que oui, éventuellement, mais pas tout de suite. Donc, pas tout de suite. Et on a presque plus de temps, il n'y a plus d'autres questions. Ah ben, je vous remercie beaucoup pour avoir partagé cette info. C'était super fascinant. Je vous rappelle aussi de répondre à ces questions challenge dans la Slack. Alors, merci beaucoup tout le monde et merci beaucoup Rémi. Merci, bon après-midi.